Le 20 octobre 2023, au-dessus du Burkina Faso, un MQ-9 Reaper armé d'un Hellfire R9X s'est aligné pour frapper un homme, pas un front. À la dernière seconde, la trajectoire a dévié, mais le missile a touché un camion civil. 3 innocents ont été tués dans un pays qui n'avait déclaré aucune guerre. Comment expliquer qu'une arme pensée pour l'assassinat chirurgical laisse un tel coup, alors que la cible était Ibrahim Traoré et que le silence international domine ? Derrière ce contraste, l'épisode ressemble moins à une panne qu'à un message, et il pèse déjà sur la souveraineté, la sécurité et la confiance d'un Sahel sous tension. Ce récit propose de comprendre ce que révèle réellement l'attaque manquée du 20 octobre, au-delà du choc immédiat et des déclarations officielles. L'enjeu est clair, mesurer ce que cet épisode change pour la sécurité, la souveraineté et la parole africaine. L'objectif n'est pas d'ajouter des faits, mais d'ordonner ceux qui existent déjà, de distinguer ce qui est établi de ce qui est interprété, et d'examiner comment un événement militaire ponctuel peut produire des effets politiques durables. À travers le cas d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso devient un point d'observation privilégié des tensions actuelles dans le Sahel entre lutte contre l'insécurité, rapports asymétriques avec les puissances extérieures et attentes fortes des populations. Le parcours qui suit présente le contexte, les preuves mises en avant, les réactions contrastées et les conséquences concrètes afin de permettre au lecteur de se forger une compréhension structurée sans dramatisation inutile, mais sans minimisation non plus. La question centrale reste ouverte. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signal qui redéfinit les lignes rouges régionales ? Une première révélation s'impose. Ce qui s'est produit le 20 octobre 2023 n'a pas seulement visé un dirigeant, mais a exposé une mécanique de décision militaire opérant au-dessus d'un État souverain. Le chiffre clé est simple et lourd. 3 civils tués, alors que la cible annoncée n'était pas une zone de combat. À partir de là, le contexte devient indispensable, mais doit rester resserré. Le Burkina Faso traverse une phase de tension politique et sécuritaire où chaque incident prend une valeur de test. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un faisceau de pression contradictoire. D'un côté, l'exigence interne de protection du territoire et des dirigeants. De l'autre, une présence militaire étrangère historiquement tolérée, mais de plus en plus contestée. L'attaque manquée ne surgit donc pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un climat où les opérations aériennes, les coopérations sécuritaires et les zones grises juridiques se superposent. Les éléments rendus publics après l'incident structurent la lecture officielle burkinabé. Les débris du missile, les données radar et la chronologie de la trajectoire décrivent une frappe ciblée, incompatible avec l'idée d'un simple vol de surveillance. Le type d'arme évoqué, conçu pour des éliminations précises, renforce cette interprétation sans nécessité d'hypothèses supplémentaires. Dans ce récit, l'erreur n'est pas l'intention, mais le résultat. Face à cela, les réactions extérieures restent mesurées, parfois silencieuses. Cette absence de condamnation immédiate alimente le sentiment d'isolement du pays et nourrit une interrogation plus large sur la hiérarchie des vies et des souverainetés. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse sa personne. Il touche à la capacité d'un État africain à exiger des comptes lorsqu'une opération étrangère provoque des pertes civiles sur son sol. Ce moment marque ainsi un basculement symbolique. Il transforme un événement militaire discret en question politique ouverte dont les effets se déploieront bien au-delà de la journée du 20 octobre. Pour comprendre les premiers effets concrets de l'événement, il faut quitter l'altitude des drones et descendre au niveau des acteurs directement exposés. Le personnage guide n'est pas seulement le chef de l'État, mais l'appareil sécuritaire et civil qui l'entoure. Le convoi présidentiel, modifié à la dernière minute, devient un révélateur. Une décision banale de déplacement peut désormais avoir des conséquences létales, même hors zone de combat déclarée. Un premier impact est immédiat sur le terrain. Les forces locales renforcent les protocoles de déplacement, réduisent la prévisibilité et multiplient les mesures de données de protection. Cela concerne Ibrahim Traoré, mais aussi les responsables militaires, administratifs et humanitaires. La logique est simple. Si une frappe ciblée est possible une fois, elle peut l'être à nouveau. Cette prudence accrue ralentit certaines opérations,
complique la coordination et accroît la pression psychologique sur les équipes. Un second impact touche les civils. Le camion touché transportait de l'eau, un détail qui ancre l'événement dans le quotidien. Pour les habitants, l'idée que des infrastructures ordinaires puissent devenir des dommages collatéraux transforme la perception du risque. L'insécurité n'est plus seulement liée aux groupes armés locaux, mais à des actions venues d'en haut, invisibles et difficiles à anticiper. Enfin, un effet politique apparaît rapidement. Les autorités choisissent de communiquer, de montrer des preuves et d'expliquer la séquence. Cette décision rompt avec une pratique de silence souvent observée après des incidents militaires complexes. Elle crée une attente nouvelle au sein de la population, celle d'une parole officielle qui ne minimise pas et qui assume de poser des questions dérangeantes. En une phrase, l'essentiel est le suivant. Un incident aérien a redéfini les seuils de risque, du sommet de l'État jusqu'aux routes ordinaires. Avant le 20 octobre 2023, le ciel burkinabé était perçu comme un espace de surveillance toléré, parfois contesté, mais rarement associé à une menace directe contre le pouvoir politique. Les drones faisaient partie du paysage sécuritaire régional, inscrit dans une lutte diffuse contre des groupes armés avec des règles implicites jamais totalement clarifiées. Après cette date, cette perception s'effondre. Le ciel devient un espace de vulnérabilité stratégique, où une décision extérieure peut frapper sans avertissement visible. L'activation de la séquence commence par un élément discret, la présence d'un MQ-9 Reaper en altitude dans un couloir aérien qui ne signale rien d'exceptionnel. Ce type d'appareil est conçu pour durer, observer, attendre. Rien à ce stade ne distingue une mission de routine d'une opération létale. C'est précisément cette ambiguïté qui constitue le premier niveau de tension. L'outil est le même, l'intention reste invisible, le moment de bascule survient lorsque la trajectoire se précise. Le missile embarqué, un Hellfire R9X, n'est pas une arme de saturation. Il est pensé pour réduire les dommages périphériques et atteindre une cible humaine spécifique. Cette caractéristique transforme l'événement en signal clair. L'objectif n'est pas une zone, mais une personne. À cet instant, la séquence passe de la surveillance à la tentative d'élimination ciblée. Le climax se joue en quelques secondes. Le convoi présidentiel change d'axe, volontairement ou par hasard, et la frappe manque sa cible initiale. Mais l'erreur est tragique. Le missile atteint un camion civil, causant la mort de 3 personnes. L'opération, conçue pour être invisible et chirurgicale, devient immédiatement visible et politiquement explosive. Le contraste entre l'intention supposée et le résultat réel crée un choc narratif puissant. Les rémanences apparaissent dès les heures suivantes. Les autorités burkinabées collectent des débris, consolident des données radars et reconstruisent la chronologie. Ibrahim Traoré, au lieu de se replier dans le silence ou de répondre par une escalade militaire, opte pour une exposition contrôlée des éléments disponibles. Cette décision transforme la séquence en dossier public, accessible au débat national et international. Dans les jours qui suivent, l'effet se diffuse. Les citoyens passent de la stupeur à la solidarité. Les réseaux sociaux africains relaient l'information non comme un fait divers militaire, mais comme un symbole d'ingérence persistante. À l'extérieur, les réactions restent prudentes, parfois minimalistes, ce qui accentue encore la portée politique de l'incident. La séquence complète, activation, climax, rémanence, montre ainsi comment un événement de quelques minutes peut produire une onde de choc durable. Elle ne se limite pas à un échec opérationnel, mais redéfinit les lignes de confiance, de légitimité et de souveraineté dans un espace déjà fragilisé. Avant l'incident, la référence implicite était claire. Les opérations aériennes étrangères étaient présentées comme des missions de surveillance à faible létalité. Après le 20 octobre, le delta est brutal, avec 3 morts civiles et une tentative avérée de ciblage individuel. Cette bascule, mesurable dans ses effets, structure toute l'analyse factuelle. D'abord, un élément chiffré mérite d'être posé. L'altitude et le profil de vol. Les données radar évoquées situent l'appareil à environ 12 000 pieds, une hauteur classique pour un drone de surveillance longue endurance. Pris isolément, ce chiffre ne prouve rien. Mais combiné à la vitesse
et à la stabilité de trajectoire observée, il indique un comportement incompatible avec une simple mission d'observation passive. En clair, le profil correspond à une phase préparatoire d'engagement, pas à une collecte neutre d'informations. Ensuite, un autre élément mesurable s'impose, la nature de l'armement. Le missile Hellfire R9X est conçu pour des frappes dites chirurgicales. Sa particularité, c'est l'absence d'explosion massive et l'usage de lames cinétiques destinées à éliminer une cible humaine précise. Cette caractéristique réduit les dégâts structurels, mais elle augmente la certitude sur l'intention. Le raisonnement est simple. On n'emploie pas ce type de munition pour dissuader ou tester, mais pour neutraliser une personne identifiée. Ce point constitue un pivot factuel difficile à neutraliser par une explication technique. Enfin, une dernière donnée complète l'ensemble, la chronologie. L'enchaînement entre l'identification de la cible, l'ajustement de trajectoire et le tir se joue sur un laps de temps très court. Cette compression temporelle réduit la probabilité d'une erreur humaine ou d'un dysfonctionnement improvisé. Plus une décision est rapide et cohérente, plus elle suppose une préparation en amont. Ici, la séquence suggère un ciblage anticipé, même si le résultat final n'a pas correspondu à l'objectif initial. Ces éléments, pris ensemble, ne reposent pas sur des spéculations, mais sur des écarts mesurables entre un cadre présenté comme routinier et un résultat létal. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée sert un objectif précis: déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la responsabilité. Il ne s'agit pas de désigner publiquement un coupable, mais de montrer que l'hypothèse de l'accident devient statistiquement fragile. La réaction internationale se heurte alors à ces chiffres. Parler d'incident technique suppose d'expliquer pourquoi une arme de ciblage humain a été embarquée, pourquoi la trajectoire a convergé vers un convoi spécifique et pourquoi des civils ont payé le prix final. Chaque donnée oblige à un niveau de justification plus élevé, qui tarde à venir. Pour la population burkinabé, ces chiffres ont une autre fonction. Ils rendent visible ce qui, autrement, resterait abstrait. 3 morts, une altitude, un type de missile. Ces repères transforment un récit lointain en réalité concrète. Ils ancrent l'événement dans une logique compréhensible, même sans expertise militaire avancée. Ainsi, la preuve quantitative ne conclut pas à elle seule, mais elle resserre l'espace des interprétations possibles. Elle soutient l'idée que ce qui s'est produit relève moins de l'aléa que d'un choix assumé, dont les conséquences ont échappé à leurs auteurs. Pour avancer sans caricature, il faut présenter loyalement les arguments des deux lectures dominantes avant d'en tester la solidité. La première position, portée par certains acteurs occidentaux et relais diplomatiques, repose sur l'idée d'un incident technique inscrit dans la lutte antiterroriste. Selon cette lecture, les drones MQ-9 Reaper opèrent régulièrement dans des environnements complexes, où la superposition de missions de surveillance et de frappes ciblées crée un risque résiduel. L'usage d'armements précis serait alors un moyen de limiter les dégâts et non une preuve d'intention politique. Dans ce cadre, la mort de civils est reconnue comme tragique, mais classée dans la catégorie des dommages collatéraux regrettables, sans volonté délibérée de viser un chef d'État. Un second argument complète cette défense. Il souligne l'absence de déclaration de guerre formelle et l'existence d'accords sécuritaires implicites ou passés qui auraient pu autoriser certaines opérations aériennes. L'incident serait ainsi le résultat d'une coordination imparfaite ou d'une interprétation divergente des règles d'engagement. Autrement dit, une zone grise juridique et opérationnelle, fréquente dans les conflits asymétriques, expliquerait la situation sans recourir à l'hypothèse d'un message politique intentionnel. Ces arguments méritent d'être entendus, car ils s'appuient sur des pratiques documentées dans d'autres théâtres d'opération. Toutefois, leur faiblesse apparaît lorsque l'on confronte ces principes généraux aux données spécifiques du cas burkinabé. L'armement utilisé n'est pas neutre. Il est conçu pour éliminer une personne identifiée, pas pour frapper une zone floue. La trajectoire convergeant vers un convoi précis, combinée à la rapidité de la séquence décisionnelle, réduit l'espace de l'erreur accidentelle. De plus, l'argument de la zone grise juridique se heurte à une question simple. Même dans l'ambiguïté, la responsabilité demeure lorsque des civils sont tués sur le territoire d'un État souverain non belligérant.
L'absence de réaction internationale forte ne constitue pas une preuve d'innocence, mais un indicateur de déséquilibre politique dans la capacité à imposer un débat public. La position défendue par les autorités burkinabées ne nie pas la complexité sécuritaire régionale. Elle soutient plutôt que cette complexité ne peut servir de paravent systématique. En exposant les éléments disponibles, Ibrahim Traoré cherche à déplacer la discussion, non plus pourquoi lutter contre l'insécurité, mais jusqu'où cette lutte peut-elle aller sans consentement ni reddition de comptes. Ce Stillman révèle ainsi un point de friction central. Les deux camps invoquent la stabilité, mais avec des seuils moraux différents. C'est dans cet écart, plus que dans les déclarations officielles, que se joue le véritable débat. À ce stade du récit, un changement de perspective s'impose. L'incident du 20 octobre ne se limite plus à une frappe manquée ou à un débat technique. Il devient un révélateur des nouvelles lignes de force dans le Sahel. La question n'est plus seulement de savoir qui a appuyé sur le bouton, mais ce que cette action cherchait à mesurer. La réaction, plutôt que l'impact immédiat, apparaît comme l'objectif implicite. Le point de bascule tient dans la réponse choisie. En rendant public des éléments factuels, Ibrahim Traoré rompt avec une logique d'opacité qui aurait pu réduire l'événement à une rumeur ou à une note diplomatique confidentielle. Cette transparence change la nature du rapport de force. Elle transforme une opération discrète en sujet de débat ouvert où chaque acteur est contraint de justifier sa position ou son silence. Ce mouvement produit un effet inattendu. L'attaque, conçue pour rester invisible, perd son avantage stratégique dès lors qu'elle est exposée. Les images, les données et la chronologie circulent, non comme une accusation formelle, mais comme une invitation à regarder. Ce simple déplacement oblige à recalibrer les calculs futurs. Frapper sans être vu devient plus difficile lorsque la visibilité est assumée par la cible elle-même. La révélation centrale est donc là. L'enjeu n'est plus uniquement la sécurité personnelle d'un dirigeant, mais la capacité d'un État à transformer une vulnérabilité en levier politique. À partir de ce moment, l'incident cesse d'être un épisode isolé. Il devient un signal observé, analysé et intégré par l'ensemble des acteurs régionaux. Les effets de l'incident ne se déploient pas de manière abstraite. Ils se traduisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette dispersion que l'on mesure la portée réelle de l'événement. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La tentative de ciblage oblige à revoir les protocoles de sécurité, les déplacements officiels et la gestion de l'espace aérien. Cela mobilise des ressources limitées, détourne des priorités et renforce la perception d'un environnement stratégique hostile. Pour Ibrahim Traoré, cette contrainte permanente transforme la fonction présidentielle en exercice sous tension continue, où chaque décision logistique devient aussi un acte politique. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est plus diffus mais tout aussi réel. L'idée qu'un incident militaire puisse survenir en dehors d'une zone de combat formelle alimente un climat d'incertitude. Les opérateurs locaux, notamment dans les transports et les services essentiels, intègrent désormais un risque supplémentaire, difficile à assurer et impossible à anticiper. Pour les partenaires étrangers, cette situation complique les calculs d'investissement. La question n'est pas seulement la stabilité interne, mais la prévisibilité des interactions avec des forces extérieures non contrôlées par l'État hôte. Les citoyens, eux, vivent l'effet le plus immédiat. La mort de 3 civils dans un camion ordinaire agit comme un choc symbolique. Elle brouille la frontière entre sphère politique et vie quotidienne. Pour beaucoup, l'insécurité n'est plus seulement associée aux attaques de groupes armés, mais à une verticalité invisible venant du ciel. Cette prise de conscience renforce la solidarité autour des autorités, mais elle nourrit aussi une inquiétude sourde. Si cela est arrivé une fois, cela peut se reproduire. La confiance dans la capacité de protection devient un enjeu central du lien entre gouvernants et gouvernés. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent largement le Burkina Faso. Dans le Sahel, plusieurs États observent attentivement la séquence. L'incident sert de référence implicite dans les discussions sur la souveraineté, la coopération militaire et la dépendance technologique. Le choix de la transparence, opéré par Ibrahim Traoré, est perçu comme un précédent.
Il montre qu'un État peut exposer publiquement des éléments sensibles sans provoquer un isolement immédiat. Cette observation modifie les calculs d'autres gouvernements confrontés à des pressions similaires. Ces 4 niveaux, État, économie, citoyen, région, ne produisent pas les mêmes réponses, mais ils convergent vers une même interrogation. Jusqu'où un pays peut-il accepter des opérations étrangères sur son territoire sans perdre la maîtrise du risque politique et humain ? L'incident du 20 octobre ne fournit pas de réponse définitive, mais il oblige chaque acteur à se positionner. C'est dans cette accumulation d'effets concrets que l'événement prend tout son poids. Il ne s'agit plus seulement d'une tentative d'assassinat manqué, mais d'un point de cristallisation où se redessinent les rapports entre sécurité, légitimité et souveraineté dans le Sahel contemporain. À court et moyen terme, l'incident ouvre plusieurs trajectoires plausibles sans qu'aucune ne s'impose mécaniquement. Le premier scénario, dit de base, est celui d'une normalisation prudente. Le Burkina Faso poursuit sa ligne actuelle, renforce discrètement ses dispositifs de sécurité et maintient une communication maîtrisée. Le soutien africain demeure symbolique, mais réel, tandis que les partenaires extérieurs évitent l'escalade. Dans cette configuration, l'événement du 20 octobre reste présent dans les mémoires, mais il n'entraîne pas de rupture majeure. Il agit comme un rappel constant des limites sans provoquer de recomposition profonde. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement régional. La transparence affichée crée un précédent. D'autres États du Sahel s'en inspirent pour exiger davantage de clarté dans les coopérations sécuritaires. Des cadres régionaux de discussion émergent, réduisant les zones grises juridiques. Le Burkina Faso gagne en marge de manœuvres politiques non par la confrontation, mais par la mise en commun d'intérêts africains convergents. Dans cette hypothèse, l'incident devient un catalyseur discret de rééquilibrage, transformant une vulnérabilité initiale en levier collectif. Le scénario pessimiste envisage une montée des pressions. L'épisode est progressivement marginalisé dans les enceintes internationales, tandis que des leviers économiques ou diplomatiques sont activés pour contenir toute velléité d'autonomie accrue. Le pays se retrouve isolé, sommé de composer avec des rapports de force défavorables. Dans ce cas, la tentative d'assassinat manqué n'ouvre pas une ère nouvelle, mais referme une fenêtre d'opportunité, laissant place à une stabilisation contrainte. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les choix opérés et les réactions externes. La clé n'est donc pas la prédiction, mais la posture. Pensez en termes de conditions, si la transparence se maintient, si les alliances se structurent, si les pressions s'intensifient, permet de rester lucide, sans céder au fatalisme. La question centrale demeure alors stratégique plutôt que conjoncturelle. Comment transformer un choc ponctuel en capacité durable de négociation sans surenchère ni renoncement ? À ce stade, l'analyse peut sembler éloignée du quotidien. Pourtant, les conséquences de l'incident retombent aussi sur des groupes bien identifiés, au-delà des cercles politiques et militaires. Pour les citoyens ordinaires, la première modification est mentale. La perception de la sécurité évolue. Un événement venu du ciel, imprévisible et extérieur, s'ajoute aux menaces déjà connues. Cela ne provoque pas nécessairement la panique, mais une vigilance diffuse, une attention accrue aux discours officiels et aux choix stratégiques de l'État. Pour les jeunes et les étudiants, l'épisode agit comme un révélateur politique. Beaucoup découvrent concrètement ce que signifie la souveraineté, non comme un concept abstrait, mais comme une capacité réelle à contrôler ce qui se passe sur son territoire. Les prises de parole publiques, les images diffusées et les débats qui suivent nourrissent une politisation accélérée. Le rapport à l'autorité change. Il devient plus exigeant, plus critique, mais aussi plus engagé lorsque la transparence est perçue comme sincère. Les acteurs de la société civile ressentent un autre type d'impact. Associations, journalistes et organisations locales voient s'ouvrir un espace de parole inhabituel. Le choix de communiquer sur l'incident légitime, leur rôle d'intermédiaire et de relais d'information. Cette dynamique
renforce l'idée que la sécurité n'est pas seulement une affaire militaire, mais aussi un sujet de débat public. Elle crée cependant une responsabilité nouvelle, vérifier, contextualiser, éviter la surenchère émotionnelle. Pour les Burkinabés de la diaspora, enfin, l'événement agit comme un point de fixation identitaire. L'affaire est suivie à distance, commentée dans des espaces médiatiques variés et devient un marqueur du rapport entre le pays d'origine et le monde extérieur. Elle influence les discours, les soutiens et parfois les choix de retour ou d'investissement. Ces effets ne sont pas spectaculaires pris isolément, mais ensemble, ils dessinent un changement de climat. L'incident n'a pas seulement touché un convoi ou un dirigeant, il a modifié la manière dont différents publics se projettent dans l'avenir du pays et évaluent la crédibilité de ceux qui le dirigent. À partir de l'incident, plusieurs axes d'action se dessinent, non comme des solutions miracles, mais comme une séquence cohérente de réponses graduées. Le premier axe concerne la sécurité et la maîtrise de l'information. Les autorités burkinabées privilégient le renforcement des capacités de détection et de suivi afin de réduire l'asymétrie technologique. L'objectif n'est pas la surenchère militaire, mais la capacité à documenter, tracer et prouver, étape indispensable avant toute revendication politique crédible. Le deuxième axe touche à la gouvernance de la transparence. En rendant public des éléments factuels, l'État accepte un risque calculé, celui d'exposer ses vulnérabilités. Mais ce risque est compensé par un gain en légitimité interne et régionale. Ibrahim Traoré inscrit cette démarche dans un calendrier précis, en liant chaque communication à des données vérifiables plutôt qu'à des déclarations émotionnelles. La transparence devient ainsi un outil, non un réflexe. Un troisième axe concerne la coopération régionale. L'incident met en évidence l'intérêt de mécanismes africains de concertation sécuritaire capables de réduire les zones grises juridiques, mutualiser l'information, partager des standards et coordonner les positions diplomatiques permettrait de transformer des fragilités individuelles en poids collectif. Cette étape dépend moins des moyens que de la volonté politique. Enfin, un quatrième axe s'adresse à la société civile et aux partenaires médiatiques. Clarifier les faits, éviter la rumeur et maintenir un débat informé devient essentiel pour empêcher la fatigue ou la banalisation. La feuille de route n'impose pas un rythme unique, mais une logique qui agit, quand et selon quels critères d'évaluation. Ainsi structurée, la réponse ne promet pas l'absence de risque. Elle vise plutôt à réduire l'arbitraire en transformant un choc subi en processus maîtrisé. Le récit revient naturellement à une image simple, presque banale. Une route ordinaire, un camion chargé d'eau, un trajet sans enjeu politique apparent. C'est ce détail, évoqué plus tôt, qui donne sa densité humaine à l'ensemble de l'affaire. Ce ne sont pas seulement des données radar ou des trajectoires aériennes qui sont en jeu, mais des vies inscrites dans un quotidien fragile. Le contraste entre la sophistication technologique et la simplicité de la scène rappelle que les grandes décisions géopolitiques retombent toujours quelque part, souvent là où on ne les attend pas. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement celle d'un dirigeant menacé. Elle devient le point de jonction entre deux registres, celui des calculs stratégiques et celui des attentes populaires. Sa réaction, marquée par le refus de l'escalade immédiate et par le choix de l'exposition des faits, trouve un écho dans cette image du camion civil. Elle suggère une ligne de conduite qui cherche à éviter que l'exceptionnel ne devienne la norme, que l'invisible ne s'impose comme fatalité. Le poids émotionnel de l'événement ne réside donc pas dans la peur, mais dans la lucidité qu'il impose. Il oblige à regarder autrement la notion de souveraineté, non comme un slogan, mais comme une responsabilité concrète envers ceux qui circulent, travaillent et vivent loin des centres de décision. C'est cette responsabilité qui donne sens à la parole publique lorsqu'elle est tenue sans excès. Et l'idée à retenir est simple. La transparence transforme la vulnérabilité en force politique. Au terme de ce parcours, l'incident du 20 octobre apparaît moins comme une fin que comme un point de départ. Il n'impose pas une lecture unique, mais il invite à un effort collectif de compréhension. La question n'est pas de savoir qui a raison par principe, mais comment les faits sont traités, discutés et intégrés dans des choix futurs. Dans un contexte où l'émotion peut facilement l'emporter, prendre le temps d'analyser devient déjà un acte citoyen.
Ce récit concerne d'abord le Burkina Faso, mais il dépasse largement ses frontières. Il interroge la manière dont les sociétés acceptent, contestent ou redéfinissent les rapports de force qui les traversent. À travers le cas d'Ibrahim Traoré, c'est la place de la parole publique, de la preuve et de la responsabilité qui est mise à l'épreuve. Ces éléments ne valent pas seulement pour un État ou un dirigeant, mais pour tous ceux qui vivent dans des espaces soumis à des décisions extérieures. Rien n'est de figé. Les interprétations évolueront, les contextes changeront, d'autres événements viendront sans doute se superposer. Mais une chose demeure, la capacité à poser des questions sans céder à la simplification. Que signifie défendre la souveraineté aujourd'hui et à quel prix humain? Jusqu'où la transparence peut-elle devenir un outil de protection collective? La réflexion reste ouverte. À chacun désormais de poursuivre ce débat, d'y apporter ses nuances et de décider comment transformer l'information en vigilance partagée.